La Chine se prépare à l'après-Poutine et renforce ses liens avec des responsables russes de niveau intermédiaire. Examinons cela de plus près aujourd'hui. Regardons tout de suite. D'après le Wall Street Journal, la Chine voit la Russie comme un partenaire stratégique sur le long terme, et pas seulement pour une coopération immédiate. On rapporte que la Chine, estimant que l'actuel rapport de force n'est pas immuable, étend ses contacts à toute la sphère politique russe, sans se limiter au président Poutine. La Chine construit des relations avec des fonctionnaires de niveau intermédiaire, actifs, dans les domaines diplomatiques, économiques et administratifs, ainsi qu'avec les élites politiques de la prochaine génération, afin de préparer à l'avance une base qui permettra de maintenir son influence même en cas de changement de régime ou de réorganisation du pouvoir. Cela est interprété comme une démarche visant à établir un réseau à long terme, afin de pouvoir continuer à influencer l'orientation politique de la Russie, même si un dirigeant particulier quitte le pouvoir. Il y a aussi un autre aspect qui attire l'attention. Les renseignements chinois auraient tenté d'accroître leur coopération avec certains responsables russes de niveau intermédiaire en offrant avantages, soutien économique ou en offrant des opportunités commerciales. Pour la Chine, il est essentiel de saisir plus vite que les autres l'atmosphère interne et la prise de décision du gouvernement russe, d'où ces nombreux réseaux de relations. Il est également rapporté que les services de renseignement russes sont conscients de ces mouvements et restent vigilants en interne, mais en raison de l'atmosphère au Kremlin qui ne souhaite pas une détérioration des relations avec la Chine, ils évitent de soulever publiquement la question. On constate aussi que la Russie, très dépendante du soutien économique et du commerce chinois, sait qu'une critique ouverte de la Chine risquerait d'avoir des conséquences diplomatiques et économiques. Cette situation est considérée comme un exemple de la réalité complexe, où, tout en mettant en avant une coopération étroite en apparence, ils restent méfiants l'un envers l'autre en interne. Ce phénomène s'explique surtout par les situations respectives de la Russie et de la Chine. Pour la Russie, la Chine est littéralement une bouée de sauvetage. J'y reviendrai plus tard, mais l'économie russe est déjà largement dépendante de la Chine. Par exemple, la Chine représente actuellement environ 40% du commerce extérieur de la Russie. Ce chiffre, qui était de 10% en 2013, est passé à 40% en une dizaine d'années. Comme vous le savez, après la guerre en Ukraine, la Russie subit des sanctions et n'a plus que la Chine comme partenaire commercial. Actuellement, la Chine achète presque à vil prix le pétrole et le gaz naturel russe, et la Russie se retrouve dans une situation où il lui est difficile d'exporter de l'énergie sans le marché chinois. Ainsi, la Chine est devenue une bouée de sauvetage pour la Russie. Selon le Wall Street Journal, l'ascendant dans les relations entre les deux pays est désormais passé à la Chine. Par exemple, le président russe Poutine s'est rendu en Chine en mai pour tenter de conclure un accord sur le gazoduc Force de Sibérie 2. Cela permettrait à la Russie d'exporter encore plus de gaz naturel vers la Chine. Cependant, la Chine a exigé un prix très bas, équivalent à celui du marché intérieur russe, et les deux parties n'ont finalement pas réussi à trouver un accord. Mais la Russie ne peut qu'attendre impatiemment, car la Chine n'a aucune raison de se presser. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes ont provoqué une pénurie de carburant dans le pays. En Asie centrale, autrefois dominée par la Russie, la Chine prend désormais l'avantage. Le Wall Street Journal rapporte que face à l'expansion du réseau financier centré sur le yuan et aux projets chinois en Asie centrale, la Russie est désormais beaucoup plus passive. La Russie craignait l'influence croissante de la Chine en Asie centrale et s'opposait au fonctionnement centré sur le yuan de la Banque de développement de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cependant, en raison de l'aggravation de l'isolement financier provoqué par les sanctions occidentales, la Russie s'oriente désormais vers une acceptation de cette situation. Alexandre Gabuev, directeur du centre Carnegie Russie-Eurasie, a affirmé qu'ils attendent que l'économie russe s'aggrave jusqu'à être réellement à genoux. Plus l'économie russe se détériore, plus la Chine peut négocier à des conditions avantageuses. On affirme aussi que depuis la guerre en Ukraine, l'économie russe est en train de devenir subordonnée à la Chine. Les entreprises étrangères ont quitté la Russie, laissant la place aux sociétés chinoises sans résistance. Par exemple, la part de marché des entreprises chinoises dans le secteur automobile russe a atteint 57,2%. En 2022, elle n'était que de 9%. Mais en 2026, elle a été montée à 57,2%. Ce n'est pas tout. Sur le marché russe des smartphones, Samsung et Apple occupaient auparavant les premières et deuxièmes places. Mais maintenant, c'est Xiaomi, une entreprise chinoise, qui est en tête. En Sibérie et dans l'extrême-orient russe, on observe également des changements notables ces dernières années. L'un des exemples les plus marquants est l'augmentation rapide de l'utilisation de la langue chinoise. À Vladivostok, Blagoveshchensk et d'autres villes frontalières, on trouve désormais facilement des inscriptions en chinois sur les enseignes, menus, panneaux d'information et même certains panneaux routiers. Des photos prises par des habitants locaux ont fait le buzz en ligne. Dans certaines régions, on dit que les inscriptions en chinois attirent plus l'attention que celles en russe.
Certains analystes pensent que ces changements ne s'expliquent pas seulement par plus de touristes. C'est parce que les capitaux chinois continuent d'affluer dans les secteurs de la distribution, de la logistique, de l'hébergement et du commerce de gros et de détail, ce qui entraîne une expansion rapide des services destinés aux Chinois. La démographie influence aussi ces changements. L'extrême-orient russe perd de la population depuis longtemps, à cause du coût de la vie, du manque d'emploi et du climat difficile. Beaucoup de Russes partent vers l'ouest, notamment à Moscou ou Saint-Pétersbourg. En revanche, autour de la frontière avec la Chine, les activités des Chinois cherchant des opportunités commerciales, d'investissement et d'affaires deviennent de plus en plus dynamiques. Avec l'ouverture successive de routes et de ponts ferroviaires reliant la frontière, la circulation des personnes et des marchandises est devenue beaucoup plus facile qu'auparavant, et la présence des entreprises et commerçants chinois dans l'économie locale s'accroît également. Cette tendance entraîne un changement progressif des activités économiques, de l'environnement et de l'apparence des zones commerciales. Actuellement, certains analystes estiment que la Chine accorde plus d'importance non pas à la personne du président Poutine, mais à la Russie de l'après-Poutine. Peu importe la durée d'un dirigeant au pouvoir, celui-ci change toujours. Actuellement, la guerre en Ukraine fragilise fortement le pouvoir de Poutine. Il n'est pas totalement impossible que le régime de Poutine s'effondre. Si cela arrive, la diplomatie et la politique économique russe pourraient beaucoup changer pendant ce processus. La Chine ne laisse rien au hasard et adopte une stratégie de préparation anticipée. C'est aussi pour cette raison que la Chine cherche à élargir ses contacts avec les prochaines générations d'hommes politiques, de fonctionnaires, de responsables de l'administration locale, de personnalités du secteur économique et d'autres personnes susceptibles d'avoir plus de pouvoir à l'avenir. On estime que la Chine veut anticiper pour assurer des relations amicales, même en cas de changement de pouvoir. En Russie, on évoque souvent que des groupes politiques pourraient gagner en influence lors de la succession du pouvoir. Il a été rapporté que la Chine estime qu'il est beaucoup plus stable de maintenir des relations avec plusieurs personnalités en même temps, plutôt que de concentrer tous ses atouts diplomatiques sur une seule personne. L'objectif est de sécuriser à l'avance des liens, afin de pouvoir établir immédiatement un système de coopération avec la nouvelle direction, même si une réorganisation du pouvoir ou une compétition pour la succession devait avoir lieu à l'avenir. Cette stratégie à long terme est considérée comme l'une des caractéristiques de la diplomatie chinoise. La Chine privilégie une vision à long terme envers la Russie, accordant plus d'importance aux évolutions futures du pouvoir qu'aux résultats immédiats des sommets actuels. Le Wall Street Journal analyse que ces mouvements constituent une manœuvre stratégique qui va au-delà des relations actuelles et prend en compte l'ère post-Poutine. Par-dessus tout, la Chine n'a pas confiance en la Russie. La Chine et la Russie paraissent coopérer contre les États-Unis, mais de nombreuses analyses indiquent que leurs relations manquent de réelle confiance. Les deux pays coopèrent activement dans les domaines où leurs intérêts communs convergent, mais ils n'hésitent pas à entrer en concurrence dès qu'il s'agit de questions touchant à leur propre influence. Un exemple typique est la Corée du Nord. Récemment, alors que la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord s'est rapidement intensifiée, il a été rapporté qu'une atmosphère de vigilance s'est installée au sein même de la Chine. La Chine voit cette région comme sa sphère d'influence et craint qu'un rapprochement militaire et technologique entre la Russie et la Corée du Nord n'affaiblisse son influence sur Pyongyang. En réalité, le Wall Street Journal a rapporté que le président Poutine avait tenté d'organiser un sommet trilatéral entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, mais que la Chine avait refusé cette proposition. Il en va de même pour l'Asie centrale. La Chine continue d'étendre son influence économique dans la région grâce à l'initiative, la ceinture et la route, mais la Russie considère depuis longtemps cette région comme faisant partie de sa sphère d'influence traditionnelle. Bien qu'il n'y ait pas de confrontation ouverte, les deux pays rivalisent en coulisses pour le leadership économique et diplomatique, avec des intérêts divergents sur le développement de l'Arctique. La Chine cherche activement à participer au développement des routes maritimes et des ressources de l'Arctique, mais la Russie considère l'Arctique comme une zone stratégique directement liée à sa sécurité nationale, et n'est pas prête à céder facilement le contrôle. De plus, dans le domaine des technologies militaires, des analyses estiment que la Russie et la Chine ont des calculs divergents concernant le niveau de transfert de technologies de pointe que la Russie est prête à accorder à la Chine. Compte tenu de ces éléments, la relation entre les deux pays est surtout basée sur des intérêts pragmatiques, coopérant ou se surveillant selon leurs besoins, plutôt que sur une alliance idéologique ou de confiance.